Malgré la torpeur estivale et la parenthèse olympique, il n'a pas pu vous échapper que les appétits de certains politiciens s'aiguisent à la perspective de croquer dans l'épargne des Français. L'épargne au sens le plus large du terme, incluant les dividendes, les livrets A, l'immobilier ainsi que les héritages. Et de tous ces sujets, je crois que l'un des plus maltraités, c'est celui des transmissions intrafamiliales. Notamment parce qu'en France, nous avons dans la lignée de Saint-Simon toute une utopie intellectuelle autour de la fin des héritages que Karl Marx lui-même avait qualifié de vieillerie saint-simonienne. Donc j'ai envie de casser quelques idées reçues sur cette thématique pour parler notamment de la tâche aveugle dangereuse sur la notion de mérite familial et expliquer pourquoi, contrairement même à ce que pensent la plupart des gens de gauche, l'héritage est en fait l'allié inespéré des petits contre les grands propriétaires. J'ai envie de commencer cette vidéo par une histoire, celle d'un noisetier. Mon grand-père a planté cet arbre avant ma naissance et il en a pris soin. J'ai passé plusieurs étés de mon adolescence à arroser le noisetier aux heures dont mon grand-père disait qu'elles étaient les plus adaptées, à enlever des feuilles sèches au sol et à ramasser les noisettes avant de les casser. J'ai arrêté de compter combien de fois mon grand-père m'a raconté l'histoire de cet arbre et de ses suggestions pour en prendre soin. Mon grand-père n'étant pas éternel, ma mère s'en occupe désormais et peut-être finirai-je par m'en occuper un jour. Si je vous ai raconté cette anecdote, c'est surtout pour rendre un peu plus concret la réflexion sur le sujet de la transmission et pour illustrer 4 problèmes que j'entends de manière récurrente dans les discours des opposants à l'héritage. D'abord, vous constaterez avec moi que ce noisetier est une chose très concrète et tangible. Ce n'est pas des 0 et des 1 sur un compte bancaire, c'est un arbre de 4 mètres de haut, vous ne pouvez pas le déplacer comme bon vous semble. Ensuite, je vous ai dit que ce noisetier nécessite de l'attention, et je vous assure que si vous ne l'arrosez pas pendant 3 mois, il n'en restera qu'un tas de bois sec. Ce n'est pas un cadeau sans contrepartie, ce n'est pas un ticket gagnant au loto ou une erreur de la banque en votre faveur qui arrive sans responsabilité. Il faut une certaine formation pour pouvoir espérer manger des noisettes fraîches, formation qui est donnée d'une génération à la suivante. Troisièmement, contrairement au discours ambiant, je vous ai illustrer la longueur du processus de transmission. Je suis toujours frappé par l'impression d'instantanéité des héritages, surtout à une époque où l'espérance de vie dépasse les 80 ans. Je m'explique, si j'écoute ceux qui voudraient supprimer l'héritage, ils donnent souvent l'impression qu'à leur naissance, les gens héritent de sommes phénoménales et que cela se fait en un claquement de doigts. Alors qu'en réalité, il est rare que les gens héritent de leurs parents avant leur cinquantaine, c'est-à-dire dans la deuxième moitié de leur vie. Et enfin, peut-être le point le plus dérangeant des vidéos que j'ai pu voir contre les héritages, c'est que ce noisetier n'est pas passé d'une personne au hasard à une autre personne au hasard. Même en prenant le discours de quelqu'un d'intelligent comme Monsieur Phi, vous noterez, si vous écoutez sa vidéo « Deux notions de justice et pourquoi aucune ne justifie l'héritage », qu'il commet cette erreur. Chez Monsieur Phi, ce qui importe, c'est qu'un individu A donne à un individu B, sachant qu'il est libre de faire ce qu'il veut de sa propriété. Mais Monsieur Phi se garde bien de nous dire que B est littéralement le prolongement génétique de A, que A et B se connaissent mieux que personne au monde, et que mon grand-père n'a pas légué son noisetier préféré au hasard au premier venu dans la rue, mais à l'une des rares personnes qu'il avait préparé des années durant à prendre soin de son arbre. La grande absente de la vidéo de Monsieur Phi, c'est la notion de famille. J'ai envie de reparler ici de mérite, mais pour des efforts dans la durée. Si vous vous intéressez à l'histoire du communisme, vous constaterez que l'exaltation du mérite collectif est tout à fait possible. On peut célébrer la science soviétique qui envoie des satellites dans l'espace et partager collectivement à l'échelle d'un pays le mérite de cette première mondiale. Si vous vous intéressez à l'histoire du communisme, vous constaterez aussi qu'on célèbre à l'occasion le mérite individuel d'un mineur ou d'un sniper particulièrement efficace. Mais il n'est jamais envisagé que le mérite puisse exister par la succession bien ordonnée de plusieurs mérites individuels à la manière d'un relais. Le fait que plusieurs générations perfectionnent successivement la maîtrise d'un art particulièrement complexe ou simplement prennent soin d'une chose d'une génération à la suivante n'est pas perçu comme un mérite. Si vous aimez les analogies sportives, et j'ai l'impression que c'est de saison, vous pouvez imaginer le mérite de la science soviétique comme celui d'un sport collectif, le mérite individuel comme celui d'un sprinter sur 100 mètres et le mérite familial comme celui d'un relais 4 fois 100 mètres. Le mérite des relayeurs consiste à optimiser pas seulement la performance individuelle de chacun des athlètes, mais aussi la transmission d'un athlète au suivant et l'intelligence collective entre les athlètes sur la gestion de l'effort sur la course dans son ensemble. L'idée que la réussite ne soit pas une affaire individuelle au cours d'une seule génération, mais une affaire collective à l'échelle de plusieurs générations n'est tout simplement jamais envisagée par les critiques de transmission familiale. La vidéo de Monsieur Phi, qui est, j'insiste, de très loin l'une des moins mauvaises disponibles sur ce sujet, conçoit l'échelle de temps à partir de l'individu. Monsieur Phi se surprend donc que des gens passent leur patrimoine entre individus. Mais il suffit de changer d'échelle pour résoudre son faux paradoxe.
Si votre échelle de temps est plus large et que vous pensez tout à l'échelle d'une famille, alors chaque génération ou chaque porteur de relais n'est là que pour donner sa contribution à un travail collectif. Ce n'est pas un individu qui reçoit un mystérieux cadeau de son oncle d'Amérique sur un compte bancaire, c'est la chair de la précédente génération qui se perpétue dans la suivante, et chaque génération est formée par la précédente pour continuer son œuvre et faire fructifier un bien familial aussi tangible que le noisetier dont je parlais plus tôt. Et comme en sport, le mérite d'un relais est pour moitié dans la qualité individuelle de chaque génération qui se suit, et pour moitié dans la qualité de la transmission entre générations. Chaque relayeur doit avoir un relayeur qui l'attend, qui est prêt à prendre son témoin et à continuer sur la lancée qu'il a impulsée. L'histoire regorge de rois qui, à l'inverse, se désespéraient de ne pas pouvoir avoir de relayeur à qui passer le témoin, de conflits entre générations, de conflits entre les enfants pour savoir qui prendrait la plus grosse part du patrimoine familial, et de brillants entrepreneurs dont les enfants ont dilapidé jusqu'au dernier copec. Réussir ne serait-ce que 4 passages de relais consécutifs est déjà une chose assez rare. A l'inverse, les gens qui ne réfléchissent qu'à partir de vies individuelles non reliées entre elles constatent que la ligne de départ est tordue, que certains partent avec 1 seconde d'avance dans leur sprint par rapport aux autres. Et ils en concluent qu'il faut remettre le compteur à 0 après chaque relais pour transformer en réalité un 4 x 100 mètres en la somme de 4 sprints de 100 mètres. Les partisans d'un monde de déshérité avancent ainsi que la fin des transmissions intrafamiliales mettrait nécessairement fin aux inégalités. Et bien sûr, ce serait faux, puisqu'en réalité, le patrimoine financier n'est que l'une des composantes de la transmission. Prenez par exemple Léon Marchand, notre quadruple médaillé d'or olympique en natation. Léon Marchand n'a pas hérité d'un gros patrimoine financier, mais d'un autre type de patrimoine. Son père était déjà nageur professionnel et ses parents ont tout fait pour organiser dès son plus jeune âge sa pratique sportive. Le fils de Daniel Barenboim est tout aussi pianiste que lui. Lucas Cranach le jeune est bien le fils de Lucas Cranach l'ancien, le prometteur joueur d'échecs Bacrot, et le fils de Étienne Bacrot qui était grand maître international à 14 ans. Les dynasties et les familles se font dans tous les domaines d'activité, et ce n'est pas uniquement une question de revenus et de transmission d'argent. Limiter la transmission à sa composante financière est réellement insuffisant. Aucun communiste qui soutient aujourd'hui le fait que l'héritage devra disparaître pour éviter la reproduction d'inégalités sociales n'acceptera demain que l'éducation parentale puisse donner plus de culture à un enfant qu'à un autre, ou que le patrimoine génétique puisse favoriser un enfant plutôt qu'un autre, ou qu'un artiste ne donne une oreille plus fine ou un œil plus sensible au sien. La seule société que peut tolérer quelqu'un qui souhaite aller jusqu'au bout de cette logique de lutte contre les inégalités de naissance, c'est un mélange entre les bébés éprouvettes du meilleur des mondes et la société décrite dans la nouvelle dystopique Harrison Bergeron, qui imagine un monde où chacun doit porter des handicaps pour assurer une égalité totale entre les citoyens. Un monde où non seulement vous ne posséderez rien, mais vous n'en serez pas plus heureux. Et personne ne veut vivre dans un tel monde. Je pourrais me contenter de défendre le mérite spécifique à chaque famille, les spécificités diverses qui font qu'il y a des familles de joailliers, des familles de paysans, des familles de militaires, qui portent collectivement un savoir-faire que les individus seuls ne parviennent pas toujours à acquérir en une vie. Mais je voudrais aller plus loin et recourir à des mathématiques élémentaires pour retourner la perspective sur les transmissions entre générations. Puisqu'après tout les tenants de la fin des héritages ne le perçoivent que dans sa dimension financière, je vais aller sur leur terrain. Donc nous allons calculer une projection du patrimoine d'un individu à partir de quelques variables. Un patrimoine de départ, une capacité d'épargne, un taux de rendement net d'inflation, et donc on obtient une estimation du patrimoine n années plus tard. Je me suis permis quelques simplifications relativement évidentes pour comprendre ce qui se passe à l'ordre 0. Ce qu'il faut retenir de cette équation, c'est qu'il n'y a fondamentalement que 4 paramètres qui influencent sur votre patrimoine. Le premier paramètre, donc, c'est ce patrimoine initial, vous ne le décidez pas, il dépend des héritages. Le deuxième, c'est la capacité d'épargne que vous décidez en bonne partie. Si vous choisissez de vous former dans un secteur avec des débouchés rémunérateurs, vous augmentez potentiellement cette capacité d'épargne. Si vous choisissez de monter une petite activité parallèle en plus de votre travail, ou que vous négociez mieux votre salaire, vous pouvez augmenter votre capacité d'épargne. Et même à salaire égal, en choisissant un lieu de vie, en limitant une partie de votre consommation, vous avez une capacité d'épargne différente. Le troisième paramètre, le taux d'intérêt net d'inflation, est plus intéressant. Vous le choisissez aussi, mais il est plus difficile de le faire croître au-delà de typiquement 5% net d'inflation. Si vous ne faites rien du tout, vous perdez 2 ou 3% par an à cause de l'inflation.
Si vous le mettez dans des actions en bourse ou dans de l'immobilier, vous pouvez espérer atteindre les 4 ou 5% en moyenne sur le long terme. Si vous voulez aller au-delà, globalement, il faut que vous trouviez des niches un peu plus risquées, que vous soyez chef d'entreprise ou que vous accédiez à des délits d'initiés ou autres commerces illégaux. Dans tous les cas, il ne reste qu'une seule variable qui est totalement en votre contrôle et c'est le temps. Si vous ne voyez pas la vie comme Monsieur Phi, avec un début à votre naissance et une fin à votre mort, mais plutôt comme une quête familiale où 2, 3, 5 ou pourquoi pas 10 générations peuvent se succéder, alors vous pouvez espérer réussir à donner à vos lointains descendants un avantage dans la vie. Le temps peut compenser largement une différence de patrimoine initial. Et donc, ce que ne comprennent pas les sociologues qui se penchent sur un instantané de la société, c'est que le temps est l'allié des gens modestes. Dans le livre d'Hilaire Belloc, qui revient sur l'histoire médiévale anglaise, il explique comment des générations de paysans travailleurs et économes se sont petit à petit affranchis du servage et ont accumulé suffisamment de biens pour mettre leurs descendants à l'abri. Je cite : « Au fur et à mesure que la civilisation du Moyen-Âge se développe, que la richesse augmente et que les arts s'épanouissent progressivement, ce caractère de liberté s'accentue, malgré les tentatives, en période de pénurie, comme après une épidémie, d'insister sur les anciens droits au travail obligatoire, l'habitude d'échanger ces droits contre des paiements en argent et des cotisations est devenue trop forte pour qu'on puisse y résister. Si, à la fin du XIVe siècle, disons, ou au début du XVe, vous aviez rendu visite à un châtelain sur son domaine en France ou en Angleterre, il vous aurait dit de l'ensemble « ce sont mes terres ». Mais le paysan, car il l'était désormais, aurait également dit de son exploitation « c'est ma terre ». Il ne pouvait pas en être expulsé. Les droits qu'il était habituellement tenu de payer ne représentaient qu'une fraction de son produit total. Il ne pouvait pas toujours vendre sa terre, mais il était toujours possible pour le père de la transmettre au fils, et de façon générale, à l'issue de ce long processus de 1000 ans, l'esclave était devenu un homme libre en tous les domaines ordinaires de la société. Il achetait et vendait, il épargnait à sa guise, investissait, construisait, drainait comme il l'entendait, et s'il améliorait sa terre, c'était à son propre profit. Tout le paradoxe de nos débats sur l'héritage se trouve donc ici. La transmission au sein d'une famille est à la fois la clé de la fortune de certains grands patrons, mais c'est aussi la garantie d'une meilleure vie pour les familles modestes, capables d'un mérite familial et d'une discipline collective de transmission génération après génération. Sur ce, prenez soin de vous, profitez de l'été et à bientôt.